Charles Landerlin, bonjour. Vous êtes en direct Bonjour. de Jérusalem, vous êtes journaliste, ancien correspondant de France 2. Dans une vingtaine de minutes environ, doit avoir lieu les premières libérations d'otages, a priori 13 personnes, que les familles attendent avec énormément d'impatience et d'inquiétude. Comment est vécue cette journée par la population en Israël ? Tout d'abord, dans le calme, c'est la première fois depuis le début des opérations terrestres de l'armée israélienne dans Gaza qu'il n'y a pas d'alerte aux missiles. On n'entend pas parler de combat dans le territoire de Gaza. Vous savez, quasiment depuis le début de l'incursion israélienne dans Gaza, chaque jour, il y avait 2, 3, 4 militaires qui ont été tués au combat. Donc, une journée de calme très importante pour le public israélien qui, quand même, porte toujours le deuil de ce qui est arrivé le 7 octobre, les 1400 morts, les otages, effectivement, avec un grand espoir. Les Israéliens espèrent que c'est un début d'un processus qui permettront la libération de tous. Et par vous-même, vous, Charles, qui êtes journaliste ? Ben écoutez, oui, vous savez, j'habite ici, je suis ça avec grande inquiétude comme tout le monde. Israël connaît une crise profonde, une crise existentielle qui a été déclenchée par cette attaque du 7 octobre. Les Israéliens ne s'y attendaient absolument pas. Vous savez, quand on vit dans ce pays, il y a un contrat entre l'État et le citoyen. Le citoyen observe, réalise tous ses devoirs, paye ses impôts, fait l'armée s'il le faut, et l'État lui accorde des services et la sécurité. Le 7 octobre, l'État d'Israël n'a pas été capable d'assurer la sécurité de toute cette population, les 22 localités situées le long de la frontière avec Gaza. C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui s'est brisé en Israël, un problème de confiance entre le citoyen et l'État. Envers l'armée, la confiance, je pense, a été rétablie parce qu'elle combat et les choses ont l'air de se passer à peu près correctement. La confiance semble revenir envers les militaires. Envers le politique, c'est tout à fait autre chose et je crois que là, on va vers une autre crise. Alors Charles, vous venez de publier au Seuil Israël, l'agonie d'une démocratie. C'est un ouvrage très critique de l'idéologie de Benjamin Netanyahou et de ses proches. Oui, écoutez, tout à fait. Il faut vous rappeler que Benjamin Netanyahou a fait rentrer dans son gouvernement les colons les plus radicaux. Il leur a donné les clés de la sécurité et de la colonisation. Par exemple, le ministre des Finances, et le ministre des Finances, c'est quand même un poste régalien, est un colon radical qui habite une colonie près de Naplouse. Il est également ministre délégué au ministère de la Défense, responsable de la colonisation et responsable aussi de la gestion des Palestiniens. La colonisation, il veut la renforcer et il veut réduire le développement des Palestiniens. Donc ce gouvernement est annexionniste. Le ministre de la Sécurité nationale, responsable de la police, est également un colon radical. Il est l'héritier d'un rabbin américain raciste qui s'appelle Meir Kahana, d'ailleurs dont l'organisation aux États-Unis a été considérée comme terroriste. Ce ministre, Itamar Ben-Gvir, aujourd'hui par exemple, a interdit ou a limité la possibilité pour la police qu'il dirige en Cisjordanie, d'enquêter sur les exactions commises par les colons contre des Palestiniens. Et l'état-major militaire, lui, est furieux parce que cela veut dire augmenter la pression sur le terrain des Palestiniens. Et le général commandant la Cisjordanie, par exemple, est actuellement menacé par des colons radicaux. Donc c'est une situation paradoxale, avec un gouvernement qui quand même dirige cette guerre, et puis de l'autre côté, on a cette tension qui vient de l'extrême droite qui est au gouvernement. Alors vous parlez d'une crise. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut rester au pouvoir ? Quelle est sa cote de popularité actuellement dans le pays ? Aujourd'hui, elle est le plus bas. Elle n'a été jamais aussi bas. Et Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major, l'ancien ministre de la Défense, qui a rejoint le gouvernement après le 7 octobre,
pour permettre quand même un élément extérieur à cette coalition ultranationaliste, Benny Gantz aujourd'hui serait élu avec son parti sans problème et dépasse largement le Likoud. Maintenant, toujours selon ces sondages d'opinion, le gouvernement israélien, l'actuel, retournerait à l'opposition très vite. Maintenant, un scrutin n'aura lieu que dans 3 ans. Il faudra donc attendre de voir ce qui va se passer à l'issue de la guerre. En tout cas, tel que l'on voit les choses actuellement, il faut bien dire que Benjamin Netanyahou, sa coalition et ses proches feront tout pour rester au pouvoir. Et en coulisses, en dehors de la gestion de la guerre à Gaza, il y a une autre bataille qui se déroule, c'est la bataille pour la survie politique de Benjamin Netanyahou. Et celle-là, effectivement, on n'en parle pas beaucoup dans la presse internationale. Alors Charles Anderlin, revenons à l'actualité du jour, c'est-à-dire la libération prochaine des otages. Des camions de convois humanitaires et de livraison de carburant ont commencé à pénétrer dans l'enclave assiégée. Les ONG saluent la trêve et parlent d'une étape salutaire. C'est une étape salutaire pour les deux camps? Écoutez, oui, d'abord l'armée israélienne est plutôt satisfaite, ça lui permet de se reposer. Il y a des problèmes de logistique sur le terrain. Il y a un problème vis-à-vis de la population palestinienne parce que aujourd'hui, par exemple, des centaines, peut-être même des milliers de Gazaouis qui s'étaient réfugiés dans le sud de Gaza commencent à descendre vers le nord, peut-être pour retourner dans les maisons, les logements qu'ils ont quittés. L'armée essaye d'inviter cela parce que c'est une zone de guerre. Il y a encore des obus non explosés et tout peut repartir très vite. Donc ça risque de poser un problème. Il paraît qu'il y a des accrochages à des barrages entre le nord et le sud de Gaza. Donc il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. En ce moment même Pardon ? Des accrochages en ce moment même ? Selon les médias israéliens, mais on en parle très peu, tout le monde est totalement braqué sur la libération des otages. Il faudra dans la soirée voir exactement ce qui s'est passé. Maintenant, l'aide humanitaire, oui, est indispensable. Cette population, c'est une tragédie. Vous savez, j'ai fait pour nos chaînes énormément de reportages à Gaza pendant des dizaines d'années. C'est la tragédie palestinienne qu'il faut d'une manière ou d'une autre régler. Il faut non seulement l'aide humanitaire, mais il faudra peut-être un jour, après cette guerre, un espoir politique au bout qui aujourd'hui paraît impossible. Comment l'armée israélienne se prépare au retour des otages ? Écoutez, tout est fait pour que ça se passe d'une manière la plus douce possible, avec, il faut le dire aussi, un sentiment de culpabilité. Parce que le 7 octobre au matin et dans la journée, l'armée israélienne n'a pas été capable de les protéger ou de venir les libérer. On a eu des histoires selon lesquelles des personnes enfermées dans leurs pièces sécurisées appelaient la police, appelaient l'armée, appelaient au secours, personne ne venait. Ça a duré parfois 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que des gens ont pu sortir de chez eux. Donc, ce retour se fait avec le plus de précautions possible. Et vous savez, certains de ces enfants ont été kidnappés alors qu'ils étaient encore en pyjama et n'avaient même pas de sandales ou de pantoufles. Donc, c'est un sentiment de culpabilité et aussi un espoir que peut-être c'est un processus qui commence et qu'on verra la libération d'autres otages. Charles, vous êtes franco-israélien. Dans votre famille, est-ce que vous avez des personnes proches de vous qui sont mobilisées ? Écoutez, oui, comme tout Israélien. Vous savez, avant le 7 octobre, les opposants qui étaient très nombreux à la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou et de ce gouvernement, les réservistes allaient manifester contre le gouvernement et annonçaient « on ne fera pas l'armée, on ne viendra pas ». Eh bien, le soir du 7, tout le monde a mis son uniforme et les gens sont allés se battre. C'est le contrat entre le citoyen et l'État. Ça veut dire que dans votre famille, vous avez qui ? Vous avez des fils, des petits-fils ? Écoutez, tous mes enfants ont fait l'armée ici. Moi-même, à mon époque, j'ai effectivement revêtu l'uniforme combattant.
Un petit-fils est actuellement dans Gaza, et puis mon fils est réserviste. Il y a pas très longtemps, il avait annoncé à son unité « Je refuse de servir le dictateur Benjamin Netanyahou ». Eh bien là, oui, il y est allé, parce que parce que le Hamas, c'est une organisation fondamentaliste qui a commis des massacres barbares. Charles Anderlin, que va-t-il se passer après cette trêve de 4 jours? Est-ce qu'elle peut se prolonger dans le temps? Oui, tout à fait. Les Israéliens ont annoncé au Hamas qu'après ces 4 jours, donc la 50aine d'otages libérés, si le Hamas propose de nouvelles libérations d'otages, cela se fera selon l'équation suivante: pour chaque dizaine d'otages libérés, une journée de trêve supplémentaire. Les Israéliens espèrent arriver à 70, peut-être 80 otages libérés, c'est-à-dire la plupart des civils et des enfants et des femmes et des vieillards, les militaires hommes et femmes étant tout à fait autre chose, étant considérés comme faisant partie d'un échange entre combattants. Et est-ce que la guerre va reprendre aussitôt après cette trêve? Peut-être pas aussitôt, mais dès que les échanges seront terminés, la guerre reprendra. Le gouvernement israélien, la population israélienne considère que le pays ne peut pas vivre avec à sa frontière une organisation fondamentaliste capable de faire les meurtres, les massacres barbares qui ont été réalisés le 7 octobre. Vous savez, jusqu'au 7 octobre, le terrorisme palestinien était quelque chose de connu. D'ailleurs, dans les années 40, les organisations clandestines juives faisaient également du terrorisme. Le terrorisme palestinien, ça a été les bombes, ça a été parfois les enlèvements, un soldat, un militaire ou un civil pour être ensuite échangé contre des prisonniers. On a eu les attentats suicides épouvantables où les Israéliens ripostaient par des liquidations ciblées et des bombardements. On a eu pas vivre avec à sa frontière une organisation fondamentaliste capable de faire les meurtres, les massacres barbares qui ont été réalisés le 7 octobre. Vous savez, jusqu'au 7 octobre, le terrorisme palestinien était quelque chose de connu. D'ailleurs, dans les années 40, les organisations clandestines juives faisaient également du terrorisme. Le terrorisme palestinien, ça a été les bombes, ça a été parfois les enlèvements, un soldat, un militaire ou un civil pour être ensuite échangé contre des prisonniers. On a eu les attentats suicides épouvantables où les Israéliens ripostaient par des liquidations ciblées et des bombardements. On a eu les roquettes de Gaza plus ou moins interceptées par le système antimissile israélien. Là, c'était autre chose. Là, le Hamas est arrivé, aurait pu se contenter de sa conquête de bases militaires israéliennes, de la capture et de la mort de dizaines de militaires israéliens, je crois qu'ils sont près de 200 et quelques, et puis de l'autre côté, arriver par exemple jusqu'aux localités israéliennes, peut-être emmener les hommes en otage. Non, ça n'a pas été le cas. Il y a eu les massacres de familles entières, on parle de viols, les enfants qui ont été kidnappés, emmenés à Gaza, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le terrorisme, ce qui est un mode de combat illégal et illégitime, mais qui jusqu'à présent était présent. Là, ce n'est pas le terrorisme palestinien, là, c'est la boucherie faite par un mouvement fondamentaliste. Notre envoyé spécial Christophe Gascard et Agnès Varamian, notre reporter sur le terrain, nous parlaient de silence dans le ciel aujourd'hui. Est-ce que ça, vous l'entendez aussi, ce silence? Écoutez, à Jérusalem, il n'y a pas eu beaucoup de missiles, on a eu quelques-uns. Aux alentours de Gaza, oui, c'était absolument quotidien. Et là, on me signale, oui, le silence est revenu autour de Gaza. À la frontière libanaise, si j'ai bien compris, pas encore, parce qu'il faut bien voir que là-bas aussi, on est au bord d'une crise grave, d'une guerre qui pourrait devenir régionale. Donc oui, le calme revient, il faut espérer que ça va continuer. Je ne crois pas. Tôt ou tard, la guerre reprendra, à moins que quelqu'un arrive à imposer un début de règlement. Mais en tout cas, on n'y va pas. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien correspondant de France 2. Vous étiez en direct de Jérusalem. Et je rappelle votre livre publié au Seuil, Israël, l'agonie d'une démocratie. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info.